Bonsoir, bienvenue sur la Libre Antenne, c'est la saison 3. Et voilà, donc tous les lundis, mercredis, vendredis sur metatv.org, 21h, minuit. Voilà, meilleurs vœux à tous encore une fois, c'est la bonne année, c'est le mois de janvier, c'est toute la tradition, on nous dit que tout le mois de janvier on peut se souhaiter bonne année, pour ceux qui n'étaient pas là, parce qu'on souhaite encore la bonne année, bonne année, meilleurs vœux, santé, prospérité à tous, avec évidemment pour une année 2016, on va dire il va falloir rester accroché, parce que 2016, ça risque de tanguer. En tout cas, bonjour à la régie, bonjour aux modérateurs, bonjour à tous les métanautes connectés, bonjour à tous amis, ennemis, tous ceux qui nous regardent. C'est la Libre Antenne, c'est sur MetaTV, et c'est, vous connaissez le principe maintenant, c'est un espèce de trio, comme un billard à 3 bandes avec vous, la régie et moi. Et voilà comment ça se passe. En tout cas, bonjour à tous. Donc, année qui commence sur les chapeaux de roue, on va dire, puisque c'est attentat terroriste sur attentat terroriste. Évidemment, on n'arrête pas j'ai envie de dire, de vous faire peur. On n'arrête pas d'être aux aguets de qu'est-ce qui peut encore se passer. En tout cas, il y a une ambiance de la tension la plus extrême qui règne en France avec, vous l'avez bien compris, un État un peu moribond, si j'ose dire, qui est en train de rebondir véritablement sur ses affaires et surfe sur cette vague sécuritaire, au point d'ailleurs qu'on nous propose comme réponse, dans la continuité de l'état d'urgence, de sacraliser certaines mesures, en particulier le fait que ce soit directement les préfets, donc une administration qui puisse décider d'une détention, décider éventuellement d'une assignation à résidence, d'une perquisition, etc. Donc on va vivre dans un état policier, un état évidemment d'urgence permanent. Voilà quel est le lot de ces attentats, évidemment à la demande expresse j'ai envie de dire, d'une partie de la population qui est fortement charliisée depuis les attentats de Charlie, une France traumatisée qui ne comprend pas ce qui se passe, et évidemment on pointe comme responsable d'ores et déjà les complotistes. Le mot est lâché, le concept est dans toutes les bouches, dans toutes les rédactions, on ne parle que de ça. On dit que évidemment nous serions, alors les complotistes je m'inclus dedans, parce qu'évidemment vous savez, il suffit de parler de certains sujets, d'évoquer certaines choses pour être taxé de complotisme. Donc ça, il suffit pas d'ailleurs de pas grand chose. Et donc le complotiste que je suis, ou que je suis supposé être, lorsque j'entends la définition qui est donnée dans les grands médias, est que nous serions collectivement responsables donc d'une situation de désordre. Quand bien même la plupart des sites dits complotistes ou les personnes dites complotistes dénoncent ce désordre et en donnent, on va dire, une explication autre qui ne rentre pas dans le cadre de ce qui est annoncé, en tout cas qui est défendu par les médias dits officiels, dits mainstream. On reviendra d'ailleurs sur l'expression. Évidemment, cette différence, on va dire, fait que les soi-disant complotistes que nous sommes encouragerions en fait une forme de terrorisme par l'information que nous diffuserions. Bon, tout ça reste évidemment à démontrer. Moi, que je sache, ces sites complotistes diffusent une autre information. On nous explique que, évidemment, le terrorisme n'a pas les causes, et en tout cas les acteurs qui tirent les ficelles de ces événements ne sont peut-être pas ceux qui nous sont présentés. Ça, c'est quelque chose qu'on verra tout à l'heure en deuxième partie, un peu plus profondément, mais c'est exactement comment les choses sont décrites, en tout cas actuellement, et pour lesquelles on cherche à criminaliser la pensée, et en particulier ceux qui ne sont pas dans la doxa, dans l'idéologie dominante officielle. Il y a tout un tas de sujets comme ça qui sont accumulés
par lequel vous ne pouvez plus vous exprimer. En France, c'est flagrant sur des sujets évidemment comme l'immigration, mais c'est d'ailleurs l'immigration avec ça, j'ai envie de dire son prolongement, les migrants, puisque sur ces sujets des migrants, on voit bien que c'est un peu ce qu'on a vécu à l'époque du mariage pour tous, c'est-à-dire une espèce d'unanimité journalistico-politique dans laquelle on ne peut pas critiquer évidemment celui qui voudrait s'opposer à cette arrivée massive de migrants, serait soupçonné immédiatement d'être sympathisant Front National ou un petit-fils d'Himmler. Enfin, en tout cas, vous choisissez entre les deux, mais vous êtes forcément quelqu'un de suspect et de coupable. Donc il y a des idées comme ça qu'on ne peut pas aborder en public. Je sais très bien que c'est encore plus difficile dans le monde du travail, etc. C'est des sujets sur lesquels les gens n'oseront absolument pas s'avancer, parce que de peur d'être, eux, à leur tour stigmatisés. Vous savez, c'est un terme qu'on emploie beaucoup, stigmatisé. On l'a beaucoup entendu d'ailleurs, on me parlait tout à l'heure, on me disait, est-ce qu'on va parler de ce qui s'est passé à Cologne? Eh bien moi je suis pour qu'on en parle, parce que d'ailleurs, ce qu'on en sait aujourd'hui, c'est que ces attouchements sexuels collectifs et viols aussi, envers donc des jeunes femmes en Allemagne pendant la nuit du Nouvel An, s'est produit non seulement à Cologne, mais dans tout un tas d'autres villes d'Allemagne, donc des centaines de témoignages qui affluent et des plaintes dans tous les sens. Évidemment, on pointe du doigt les migrants, que je sache d'ailleurs, c'est assez drôle, puisqu'on parle de migrants tunisiens, algériens, c'est la majorité des Marocains même, et que je sache, ces trois pays-là ne sont pas vraiment en guerre. Qu'on nous parle toujours que ce sont les migrants venus par la guerre, etc., etc. Là, il y a quand même des choses à revoir, parce que ce sont des pays qui ne sont pas en guerre. Donc voilà, ce sont visiblement, évidemment, des migrants, donc des ressortissants. Ça s'inscrit quand même dans une certaine perspective, parce qu'il faut bien voir que la première réaction des autorités allemandes, avant même, c'est-à-dire la première information, donc on a su qu'il y avait eu ces actes qui ont été commis pendant la nuit du Nouvel An. La première réaction des autorités allemandes, en particulier du ministre de l'Intérieur ou de Angela Merkel elle-même, c'est de nous expliquer, pas de stigmatisation, surtout pas, ne stigmatisons pas, on ne sait même pas encore ce qui s'est passé, mais ne stigmatisons pas. Alors c'est pas leur faute et tout, évidemment, c'est jamais la faute des pauvres migrants, c'était comme ce qui se passe à Calais, où évidemment on nous dit ne stigmatisons pas, voilà, et on me dit exact, Cologne et le silence médiatique, quelle honte, tout à fait, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu, de la part, moi je trouve, des médias, quelque chose d'assez saisissant, c'est de voir ces personnes qui nous expliquent, oui mais non, il faut pas stigmatiser, c'est pas les migrants, même c'est qu'une partie d'entre eux, etc. Enfin, quand bien même, on voit bien que l'accueil de ces personnes-là pose problème. Je veux dire, à un moment donné, il faut quand même faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt, évidemment. L'idéologie nous impose le contraire. Vous voyez pourquoi cette pensée est criminelle? Parce que dire que vous êtes contre l'accueil de ces migrants fait que vous êtes donc contre l'immigration, donc vous êtes égal à Marine Le Pen, et donc vous êtes aussi un adepte d'Adolf Hitler, voire pour le rétablissement des chambres à gaz. Vous voyez, les associations vont très vite, parce que nous on nous traite de complotistes, mais je veux aussi démontrer en deuxième partie comment le discours des soi-disant collaborationnistes, puisqu'il faut les nommer, puisque eux nous nomment, eux utilisent aussi des techniques de langage qui sont bien adaptées, parce que comme ça, quand on vous prend avec ce langage de complotiste, conspirationniste, extrême droite, etc., vous savez, tous ces tasers idéologiques, c'est très facile, puisque ça vous met dans un cadre, c'est une étiquette, bim, vous êtes marqué au fer rouge, et l'argument, vous ne pouvez rien argumenter, parce que évidemment, on vous dit, vous êtes complotiste. Ouais, déjà, comment je prouve, oui, je ne suis pas complotiste, qu'est-ce que ça veut dire? Quel mot on y met? Vous parlez de telle chose, oui, mais telle chose est un débat public, donc en quoi? Et puis, de toute façon, complotiste, quoi, je parlerai de complot, mais les complots existent. Et puis, dans le cas, juste précisément des affaires de terrorisme, ce sont toujours des complots. Précisément. Alors après, ce sont des complots soit fomentés, après ce sont les origines, les explications, les analyses qui diffèrent. Mais les uns croient un complot fomenté par telle ou telle personne contre tel ou tel intérêt, et les autres croient à d'autres complots avec d'autres personnes et d'autres intérêts. Donc finalement, nous sommes tous dans une logique du complot.
pour concernant justement ces affaires, spécialement évidemment de terrorisme. Donc, et là, je ne m'attache évidemment qu'au principe même, mais quand on rentre évidemment dans le détail de ce qu'on appelle, ce qu'ils nomment les complotistes, c'est soi-disant des gens qui sortiraient des choses, des assertions comme ça. Mais ça, c'est aussi une spécialité des médias, qui parlent, eux, toujours de vérification de sources, etc., de travail absolument, on va dire, au-dessus de tout soupçon. Eh bien non, je suis désolé, je suis absolument pas sur cette ligne-là. Je pense qu'au contraire, oui, les médias, eux aussi, utilisent des techniques de subversion, des techniques un peu plus, on va dire, des techniques très affinées pour faire passer certains messages et pour aussi, contrairement à ce qu'ils disent toute la journée, ils nous expliquent tout le temps, nous n'avons pas d'opinion au sens, il sera d'une objectivité, ce serait des parangons absolus de l'objectivité sur la Terre, mais c'est tout l'inverse. Au contraire, les médias sont pétri d'idéologie, mais complètement. Il suffit de voir, je sais pas, on peut prendre par exemple, souvent, vous savez, quand vous avez les rédacteurs en chef des chaînes de télé qui viennent s'exprimer, vous regardez les télés, c'est un certain Ravanello qui est un peu chef de l'international, du service international, ce monsieur, je suis désolé, il a des prises de position politiques. Qu'on vienne pas me dire, non, ce ne sont pas des prises de position politiques, ce sont des prises de position politiques réelles sur les sujets. Et d'ailleurs, il est amusant de constater que ces prises de position politiques sont en totale cohérence avec justement l'idéologie dominante et une certaine forme, j'ai envie de dire, d'impérialisme. Voilà, ça c'est mon analyse. Alors lui, évidemment, il interprétera ça comme du complotisme, mais comme par hasard, ce monsieur, il est systématiquement contre Poutine, contre l'Iran, contre Bachar el-Assad. Alors on va nous dire, évidemment, on nous taxera, nous, inversement, d'être systématiquement pour, évidemment. Mais sauf que, ce que je tiens à préciser, c'est que nous, on ne revendique pas cette objectivité-là, puisqu'évidemment, l'objectivité n'existe pas. On a des prises de parti, on prend parti clairement, d'ailleurs, on s'affiche clairement sur des sujets sur lesquels on a pris parti. La seule différence, c'est que on accepte de recevoir, d'écouter l'opinion inverse. Et les personnes avec qui on n'est pas d'accord. C'est ça qui fait un peu la grande différence. Parce que eux, dans les médias dits mainstream, des médias de l'idéologie dominante, c'est un cadre bien posé. Vous ne pouvez pas, il n'y a pas de place pour vous dans ce cadre. Si vous ne rentrez pas dans un certain moule, eh ben on ne veut plus de vous. Regardez le dernier qui a essayé, on va dire encore, de survivre dans ce paf français avec quelque chose d'un peu cohérent en invitant des gens, en les confrontant, c'était dans Ce soir ou jamais, de Frédéric Tadei, et on a vu le nombre de fois où ce pauvre monsieur s'est fait taper dessus littéralement pour avoir invité un tel ou un tel. Voilà, donc ça c'est très révélateur. On vous rendez compte sur une seule émission en France, quoi. Alors voilà, une émission en plus de qualité, qui d'ailleurs, je trouve, a baissé un peu de niveau depuis qu'on sent bien qu'il a eu de grosses pressions pour ne plus inviter telle ou telle personnalité, puisque lui, Frédéric Tadei, justement, voulait, je pense, participer de cet esprit de on ne fait pas un boycott, on ne fait pas de liste de Cohen concernant des invités pour dire non, lui on l'invite pas parce que il nous plaît pas, il a une sale gueule, en plus les gens nous disent que c'est un facho, donc il ne répond pas à ce critère-là, et c'était quand même un des rares, faut le remarquer. Donc ça c'est quelque chose, évidemment, voilà. On me dit qu'effectivement il y a que les choses, le complotisme n'est-il pas un argument d'ignorance? Moi, je pense que effectivement, on parle de complotistes pour décrédibiliser l'adversaire et pas de se soucier de ce qu'il dit, parce qu'en fait, au lieu de porter, on va dire, toute l'attention sur le message, ça permet de discréditer le messager. Et c'est une bonne vieille technique qui est utilisée même souvent dans les débats, plutôt que d'argumenter, de remettre en cause ce qui est dit, on s'efforce de dire oui, mais toi tu dis ça parce que tu es comme ça, etc. On s'efforce de discréditer le messager. Donc le complotisme, c'est un argument qui est justement dans la bouche
hein, de nos adversaires, j'ai envie de dire, je vais vous appeler comme vous voulez, le camp d'en face, en tout cas qui en use et qui en abuse même, hein, de cet argument pour de discréditer facilement, disqualifier, on va dire, toute forme d'adversaire dans un débat qui pourrait s'avérer compliqué, technique, sur certains sujets. Parce que c'est évidemment certains sujets qui posent problème. Vous vous rendez bien compte que oui, hein, sur la quantité de miel produite en France ou le nombre de voitures fabriquées, bon, il n'y a pas trop de complotisme à avoir. En revanche, quand vous parlez d'implication de la géopolitique internationale sur des thèmes qui vont impliquer des guerres, peut-être même d'autres formes de choses un peu plus violentes, c'est là tout de suite ça devient beaucoup plus opaque, hein. C'est là que non, il n'y a plus autant de clarté, hein, dans l'information, dans ce qu'elle est, et les zones d'ombre sont nombreuses. Voilà, donc complotistes, on a des gens qui posent des questions, tout simplement, et le fait de poser des questions fait de vous quelqu'un de dangereux, hein, voilà, c'est un peu ça. À propos des complotistes, qu'est-ce que les sites anti-conspi, comme ceux dénoncés par Asselineau, en fait? Les sites anti-conspi, il y en a un certain nombre. Il y a eu quelques personnes qui se sont efforcées de faire des enquêtes un peu pour savoir, mais ça reste aussi très opaque. Qui finance ça? Qui est derrière? Voilà, ça n'intéresse pas, ça. Visiblement, les grands médias, pour le moment, en tout cas, ne s'intéressent pas à ce sujet-là. Hein, toute la vague Antifa, etc. Qui est derrière cette vague Antifa de toute l'Europe, hein, qui a clairement pour objectif de faire taire une forme de résistance qu'elle qualifie d'extrême droite, avec des gens pourtant classés très à gauche. Hein. On pourrait prendre l'exemple de Michel Collomb ou Jean Bricmont, etc. Hein, et qui essayent de nous faire croire que ces gens sont d'extrême droite, hein, horribles, hein, que sont les pires diables, hein, alors que il s'agit de gens simplement qui sont j'ai envie de dire en opposition, on pourrait même dire en révolte avec le système en place, et qui donne une information différente de ce qui est évidemment évoqué, en tout cas de ce qui est propagé ou propagandé, devrais-je dire, hein, par les médias traditionnels. Donc ces fameux Antifa, oui, voilà, ils s'en prennent à Asselineau, ils s'en prennent à tout un tas de gens, hein, voilà, sans prendre, voilà, quand on se prend dans le cas de l'UPR, on nous dit, ah, l'UPR c'est des fachos, c'est des fachos. Moi j'attends toujours qu'on m'en fasse la démonstration, j'y crois pas une seconde. Facho, dans quel sens? Facho quoi? Il voudrait rétablir un régime fasciste en France, il voudrait machin, alors que François Asselineau ait eu des appointances de droite, ça me paraît évident, hein. En même temps, que je sache, ce n'est pas encore un crime en France, ou alors il faut mettre encore pas mal de gens en prison. Enfin bon, faut arrêter ces procès aux sorcières et procès d'intention basés sur rien en plus, hein, parce que ce qu'on attend en plus de ces gens-là, c'est qu'à un moment, ils fassent un travail un peu sérieux, qu'on nous ramène des éléments, hein, mais il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Et puis, comme je vous dis, en plus, c'est de l'attaque à dominem. Parce que pour nous dire, ah bah, Asselineau, il était pote de un tel, etc., j'ai envie de dire, oui, d'accord, mais bon, ça ne démontre rien sur le fond de l'analyse qu'il apporte et sur est-ce que ce qu'il nous dit est vrai au sens d'une réalité ou alors sont des élucubrations d'un énarque, voilà. Donc à un moment donné, il faut choisir. Et c'est sur ce qu'il dit qu'il faut le juger, non pas sur ce qu'il est. D'ailleurs, qui sommes-nous, hein, pour juger les gens de ce qu'ils sont vraiment, sans les connaître, hein. Il faudrait connaître déjà un peu plus intimement. On peut juger évidemment les choses d'un point de vue public. Et encore, ça reste très limité. Mais voilà, c'est ce qui est intéressant, évidemment, c'est de juger pour ce que sont leurs actes, pour ce qu'ils disent, pour ce qu'ils font, hein. Et c'est là qu'on doit trouver des incohérences, s'il en existe en tout cas, des contradictions. Et c'est sur ce terrain-là que ça devrait jouer. Et donc, les accusations de complotisme, de conspirationnisme, elles permettent de passer au-dessus. Et voilà, vous êtes conspirationniste, c'est terminé. Je n'ai pas à démontrer, l'interlocuteur n'a plus à démontrer que ce que vous dites est vrai ou faux. Vous faites partie d'une catégorie de gens assimilés de toute façon au mieux des illuminés, au pire de dangereux fascistes. Donc, c'est cette façon de voir les choses, d'avoir très binaire, hein, d'avoir divisé le monde comme ça en deux,
fait que, voilà, conspirationniste, vous ne pouvez plus vous défendre. Et on élude évidemment toute la partie argumentaire et le fond du débat, évidemment. Vous êtes un conspirationniste, mais les conspirationnistes, parlons de quoi parle-t-il, évidemment. Alors, le conspirationnisme, je ne dis pas en plus que ça n'existe pas, au sens qu'il y a bien des gens qui, à force de s'abreuver de cette multitude d'informations qui se déversent sur nous sur Internet, réagissent des fois à des schémas qui sont un peu trop de sauter un peu sur tout et n'importe quoi, et finalement on en vient presque à croire un peu tout et n'importe quoi. Et c'est un peu un phénomène évidemment qui existe. Mais ceci dit, ça n'empêche pas que la plupart des gens dits du mouvement conspirationniste sont des personnes au contraire, qui ramènent des éléments nouveaux, des choses factuelles, et qui posent des questions. C'est déjà la première chose, c'est de poser des questions, de poser des éléments. Voilà, tout simplement. Et donc, à partir de là, le bon sens, en tout cas la bienséance, voudrait qu'on y réponde, voilà, de façon, j'ai envie de dire, sereine. Pourquoi pas? Et ce serait ça le débat démocratique. Mais ces gens-là nous disent que non, nous serions les personnes qui mettrions en danger la démocratie. Ce seraient nous les dangereux, les horribles fascistes, prêts à en découdre avec la République et à imposer la Corée du Nord en France. Alors que c'est précisément tout l'inverse. Vous voyez bien, en plus, l'inversion encore accusatoire. Puisque précisément, ce sont les complotistes qui demandent les débats. C'est plutôt le camp d'en face qui les refuse. Mais ce sont ceux qui apportent les thèses les plus controversables, entre guillemets, qui n'hésitent pas à la défendre. Vous voyez, c'est là qu'on peut se demander pourquoi les autres ont-ils si peur. Moi, je pense qu'ils ont peur parce que c'est un paradigme qui est en train de se renverser, petit à petit. Ça prendra du temps, mais il y a un paradigme, comme dit Adrien Abosi, la nouvelle opinion publique. Je trouve que ça décrit parfaitement le phénomène. Cette nouvelle opinion publique, elle est en train de se former, elle est en train d'éclore. Et j'ai envie de dire, elle sera face à face maintenant entre la nouvelle et l'ancienne opinion publique. Nouvelle opinion publique qui, j'ai envie de dire, s'abreuve de ce qui vient évidemment essentiellement d'Internet, et une ancienne opinion publique qui, elle, se réfère évidemment à ce qui est à la télévision. Ce qui fait qu'on n'a pas du tout, évidemment, la même vision des choses. Ça, vous en doutez bien. Alors, tu es au courant de l'affaire du tweet de Caroline de Haas qui dit que dire que les violeurs sont des migrants, c'est être un sale raciste. Ah bah Jean, je ne savais pas. C'est un peu dans la logique de ce que j'expliquais avant, c'est-à-dire que la première réaction des responsables politiques, c'est de nous dire attention, pas de stigmatisation, s'il vous plaît, pas de... Attention, voilà, ils avaient que ça à la bouche. C'est un peu d'ailleurs la même ambiance qui s'est passée un petit peu après les attentats, où tout de suite il n'y avait pas de stigmatisation. Bon, parler à un moment donné des vrais problèmes, quoi. Parce que c'est bien beau de hurler à la non-stigmatisation, mais voilà, en attendant, on continue à accueillir des migrants, et ça pose véritablement un problème. Et aujourd'hui, les Allemands, j'ai envie de dire, c'est à leurs dépens, sont en train de l'apprendre. Alors, le complotisme est-il un rempart contre ceux qui attaquent en dernier lieu la civilisation occidentale? Ouais, ça, je ne sais pas. Oula, il faudrait donner déjà ce que tu appelles la civilisation occidentale. Et le complotisme est-il le dernier rempart? Oui, je sais pas. Est-ce que c'est déjà un mouvement? Parce que, comme il est décrit, on voudrait nous dire que c'est quelque chose d'assez uniforme, un peu compact, alors que moi je ne pense pas du tout, qu'il y a au contraire, c'est plutôt très large. Puisqu'on traite de complotiste aussi bien quelqu'un comme, je sais pas, on a dit Michel Collomb que Pierre Hillard, qui est un professeur qui amène tout est sourcé, que Asselineau lui-même, qui ramène aussi les preuves à chaque fois de ce qu'il avance. Donc, vous voyez, on traite des gens de complotistes un peu, je vous dis, voilà, en veux-tu, en voilà, et ce n'est pas quelque chose qui... voilà, est-ce que Asselineau est moins complotiste que Caroline Fourès, qui elle s'est fait prendre la main dans le panier, et on va dire avec une lettre du CSA qui clairement indiquait aux chaînes de télévision que cette journaliste qu'elle s'est fait remettre un peu en place par le CSA à cause de ses méthodes de travail. Donc ça non plus, c'est pas très souligné.
hein, elle continue d'être invitée, ceci dit. Alors, ne trouves-tu pas que ce reportage de France 2 démontre quand même que l'article de Panama sur le complot du 11 janvier est un peu capillotracté? Il faudrait faire un peu le ménage chez les médias indépendants aussi et critiquer ce qu'il y a à critiquer. Eh ben, on en parlera après, mon cher. C'est en deuxième partie qu'on abordera ce thème-là, donc j'hésiterai pas à dire évidemment ce que j'en pense. Alors, Tadei est proche d'Attali, ne trouves-tu pas que cela montre quand même les émissions qui paraissent subversives ne sont qu'un outil du système? Ouais, ils sont proches, oui, je sais pas dans quelle mesure, hein. Déjà, il faudrait pouvoir aussi, pareil, le démontrer. Est-ce qu'ils se connaissent? Est-ce qu'ils... À ce niveau-là, après, vous savez, vous rencontrez tout un tas de gens, donc forcément, dire qu'il est plus, comment dire, pote d'Attali, que bon, voilà, ça reste à démontrer. Après, bon, à ce niveau-là, qu'ils se connaissent, même s'ils partagent pas les mêmes idées, c'est quelque chose aussi qu'on peut parfaitement envisager. Donc, ça ne prouve rien, encore une fois, ça ne prouve rien. Que les émissions soient outils du système, j'en sais rien. Moi, je trouve qu'il fait des émissions plutôt intéressantes, qu'il n'hésite pas à aller sur certains sujets, là où les autres ne vont jamais. Donc, quelque part, non, ça me dérange pas, pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Tu y crois ou pas au grand remplacement? Ah, eh ben, j'y crois. En fait, je suis obligé de constater qu'il y a bien énormément de territoires en France qui ne sont plus français, qui sont défrancisés, des zones défrancisées. Donc, effectivement, c'est un phénomène qui existe dans certaines banlieues. Voilà, c'est pour ça que je dis des territoires qui sont, oui, défrancisés. Et c'est fortement inquiétant parce que cela révèle une grande fracture déjà dans la société, fracture que la gauche ignore, hein, vous voyez, tous les responsables politiques de gauche, ce problème n'existe pas, on vous parle du vivre ensemble, etc. Alors que le vivre ensemble, pour moi, il y a des années-lumière, parce que ce vivre ensemble, en fait, c'est du communion ensemble, j'ai envie de dire communons ensemble, je sais pas comment on pourrait, hein, en tout cas, c'est du communautarisme ensemble, c'est ça qui est en train de s'installer, petit à petit, très insidieusement, la France se communautarise, et on a des responsables politiques qui, d'un côté à gauche, ne veulent pas le voir, et de l'autre côté à droite, sont, j'ai envie de dire, pris au piège dans aussi une forme d'idéologie dominante sur ces sujets-là. On ne peut pas s'exprimer, y compris à droite, sans tout de suite être un Front National, quelqu'un d'horrible et d'infréquentable, parce que c'est des thématiques, voilà, qu'on a décidé de vous faire avaler une pilule sans vous consulter. Et effectivement, parler librement de ces sujets-là, voilà, on y peut, par exemple, en émettant une opinion sur le fait que, par exemple, l'immigration, eh ben, c'est pas forcément, on ne peut pas être forcément pour l'immigration, il y a des gens qui sont contre, eh ben, on a le droit d'être contre l'immigration sans être accusé d'être un horrible raciste, etc. Hein, et les raisons qui s'expliquent d'être contre, parce que c'est comme si il y avait une obligation d'être pour l'immigration, alors que, effectivement, je suis bien forcé de constater qu'il y a bien des zones en France qui sont défrancisées, et donc on pourrait parler effectivement d'un grand remplacement d'une population qui remplace une autre population, et qui a tendance à se regrouper, et ce regroupement contribue de plus en plus on va dire, à accentuer des fractures sociales qui deviennent vraiment très très visibles, et qui mettent en péril, évidemment, toute la cohésion de la société, et qui donnent aujourd'hui des réactions qu'on pourrait qualifier d'extrêmes pour certains, mais qui sont des réactions de défense et d'autodéfense, avec ce qu'on appelle en plus la montée des nationalismes en Europe, hein, voilà, ce qui paraît un peu cohérent quand vous voyez la politique qui est menée par les dirigeants européens en matière d'immigration. Donc le grand remplacement mensonge ou réalité, sans faire une bataille de chiffres, voilà, il suffit de se balader dans la rue pour voir quand même qu'il y a un problème. Voilà. Alors, on me dit, malgré tout, le fait, je ne regarde plus la télé, j'entends dans les médias mainstream des théories limite conspi, mais de manière très fine et malhonnêtement présentée ou ne mettant pas avant ce qui fait réagir. Penses-tu que l'on arrive à un point tel de mensonge que les mainstream médias n'ont d'autre choix que de lâcher les vraies infos par peur de perte totale de crédibilité, Eh ben,
c'est très intéressant comme remarque parce que je me suis venu à me faire exactement la même réflexion en regardant certaines chaînes de télé et la façon dont on voulait faire de l'information. Et je pense que les médias le savent, parce que quand ils sont confrontés au public, ils ont en face cette colère, colère qu'ils ne peuvent pas délégitimer en disant bon, les gens seraient tous d'horribles malhonnêtes qui n'auraient rien compris. Au contraire, si les gens aujourd'hui s'en prennent aux médias, que les médias sont pris à partie littéralement dans par le public, c'est bien parce qu'il y a un problème. C'est bien parce que les gens pensent que ces médias participent en tout cas d'une espèce de duperie généralisée et sont extrêmement actifs dans ce travail de propagande quotidien. Et donc, oui, c'est pas tout à fait faux, je suis assez d'accord qu'il y a un espèce de retournement de veste un petit peu en ce moment, à la manière de s'inspirer un petit peu des fois de ce qui se passe sur Internet, quand on voit ce que fait Élise Lucet, qui va titiller comme ça les gens, etc. C'est quelque chose qui est très, j'ai envie de dire, Internet, dans la façon de faire. Voilà, donc oui, il y a un retour d'influence, je suis assez d'accord. Alors, le peuple est récemment descendu dans les cités d'Ajaccio. Assiste-t-on à un réveil populaire ou c'est juste que les gens sont manipulés et veulent taper du bougnoul, un pas supplémentaire vers le choc des civilisations? Oui, évidemment, cette affaire en Corse, je sais pas ce qu'on peut véritablement dire, mais effectivement, les Corses ont toujours eu cette spécificité, on le sait, ils ont toujours été très très à part quand même. Là, ce sont des insulaires, décidés, déterminés à garder leur île. Aujourd'hui, en plus, on sait que la Corse est dans une situation un peu particulière depuis les régionales où c'est un gouvernement, une assemblée, on va dire, composée majoritairement d'indépendantistes qui a porté donc Jean-Guy Talamoni, le leader indépendantiste historique, au pouvoir, et qui a fait son discours en Corse, etc. Enfin, toutes les provocations qui sont lâchées depuis. Donc la Corse, c'est quand même un espèce de cas à part. Je ne sais pas si on peut généraliser effectivement ce qui s'est passé en Corse au reste du territoire français, ça m'étonnerait quand même. C'est vraiment cette réaction propre aux Corses. Et alors, on connaît leur pugnacité, leur verve, et qui se laissent pas faire, on sait qu'ils sont comme ça, donc après, que penser de l'événement lui-même, ça reste à voir, effectivement, un canular, on aura appelé les flics, la police, puis on aurait balancé des cailloux, effectivement, si c'est l'œuvre de petits cons, j'en sais rien, franchement, je ne sais pas du tout qui est derrière cette affaire. Alors, bonsoir Tepa, j'ai entendu dire que certains métanautes, au moins un, étaient fichés S à cause de leur centre d'intérêt sur Internet. Est-ce vrai? Qu'en penses-tu? Je sais pas du tout, c'est possible, après tout, possible, peut-être moi-même suis-je fiché S, je n'en sais rien, après tout, c'est parfaitement possible. Vu l'ambiance qui règne en ce moment, je ne doute pas que nous fassions partie d'une liste certainement de sites internet placés sous surveillance, en tout cas à bien avoir à l'œil, à bien garder un bon œil dessus. Et quant aux gens qui viennent effectivement nous consulter, je sais pas s'ils font tous l'objet d'une fichesse, faut peut-être pas qu'on peut m'exagérer, mais que ça fait partie, oui, du profil qu'on cherche à établir, puisque maintenant le lien est fait entre complotisme, criminel, voire terroriste. Donc, à partir de là, comme on veut établir ce lien, par la consultation des sites, d'ailleurs, vous voyez, on veut créer un délit pour ça, un délit de consultation de certains sites, voilà, ce sera un prétexte pour mettre en plus des personnes sous surveillance. Parce qu'après tout, c'est un peu logique, les gens qui doivent surveiller, certainement pas les gens qui regardent BFM TV, il n'y a rien de dangereux. Alors, n'y a-t-il pas des complotistes fake qui sont là uniquement pour décrédibiliser les opinions dissidentes? Mais certainement, mon cher, mais certainement. Il doit certainement y avoir effectivement des taupes, il doit certainement y avoir des infiltrés. Ça me paraît même très évident. Maintenant, les détecter, avoir les preuves, c'est pour ça qu'on ne peut pas
jeter comme ça des noms ou dire des choses en pâture sans avoir de preuves. Mais là, mais ça me paraît évidemment, sans bercer dans le complotisme, justement, quand on doit nous faire croire, c'est qu'il y a de l'infiltration. Puisque le gouvernement, le ministre de l'Intérieur, vous savez, il embauche un certain nombre d'informateurs qui sont très bien rémunérés pour justement rendre de l'information auprès de services de police compétents. Donc oui, évidemment, ça c'est parfaitement possible, seulement pour le prouver, ça va être très très compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Plus les mensonges de ce système deviennent visibles, plus ils sont obligés de rajouter une propagande aussi grossière qu'imbécile. Crois-tu que la caste politico-médiatique entre dans un cercle vicieux et donc vertueux pour nous? Je vois ce que tu veux dire, c'est qu'on rentre dans une espèce de... J'ai presque envie de dire... la vérité, enfin la révélation qui avance et vraiment s'offre à nous. Aujourd'hui, on a tellement de moyens de vérification des choses que y a certaines choses qu'on ne peut plus éluder. On ne peut plus effectivement faire comme si ça n'existait pas. Et c'est ça qui est effectivement assez intéressant. Cette classe politico-médiatique, comme tu dis, je pense que elle a conscience de ce changement de paradigme. Certains essayent de surfer, qui ont très bien compris, ont pris le train en route, et puis d'autres, je trouve, sont un peu perdus et ne comprennent pas ce qui est en train de se passer, la mutation qui est en cours chez les personnes actuellement, alors qu'on voudrait qualifier, complotistes, inspirationnistes, etc. On voudrait leur mettre des étiquettes, mais il semble bien que pour moi, ce sont simplement des gens qui se posent des questions et qui essayent de s'interroger, de ne pas rester béats devant les chaînes de télévision qui nous proposent seulement une version des choses et qui essayent de comprendre autre chose, par eux-mêmes. Alors, on me dit, quel est ton avis concernant l'agression antisémite de Marseille, le port de la kippa qui fait débat chez certains politiques? Personnellement, c'est encore pareil, je vous dis, c'est un flou ininterrompu d'agressions, de faits, alors en plus, un petit jeune qu'on nous dit de 15 ans, c'est pas plus un jeune imbécile qu'autre chose, qui dit qu'il a géré au nom de l'État islamique et pourquoi pas de Ben Laden et d'Al-Qaïda. Non mais je trouve ça vraiment, on est vraiment, vous savez, c'est bizarre comment ces affaires de terrorisme ne nous offrent jamais une version véritablement simple des choses. Il faut toujours qu'il y ait soit des contradictions, soit etc., des choses qui vont pas, des éléments il y a rarement, vous voyez, une histoire fluide, logique, cohérente qui irait de soi. Non, c'est toujours des choses assez bizarres, même, comme je vous ai dit, dans la presse internationale, cet individu dans le 18e, il aurait participé, etc., parmi les migrants. Alors lui, il aurait été arrêté aussi, le petit jeune là, à Marseille. Il dit je regrette qu'une chose, pas l'avoir tué. Je trouvais ça en plus vraiment très, il est vraiment méchant, quoi. Non, c'est à un moment donné, c'est vrai que c'est extrêmement bizarre. Alors oui. Qu'est-ce que je puis dire, sinon moi aussi me poser des questions. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Qu'est-ce qui s'est passé avec Thierry Messant et France 2 pour une interview qui s'est révélée être une accusation d'extrême droite? Surtout lui qui est vraiment sûr de l'info internationale et loin des histoires franco-françaises depuis longtemps, il a été piégé. On en parlera après, mais effectivement on en parlera en deuxième partie. Alors, on me dit, tu l'as vu, la fichesse de ce méthadone? Voilà, exactement, parce que oui, les gens, ils disent ça aussi, voilà. Parce que c'est pas pour se faire mousser, il y en a, ils sont capables, ils racontent ça, et puis ils pensent que ça va impressionner les minettes, comme on dit. Alors, salut Tepa, que penses-tu de la propagande des médias sur la soi-disant famine de Madaya en Syrie, avec des fausses photos d'enfants affamés pour apitoyer le public et diaboliser encore une fois le régime de Assad? Voilà, et je pense qu'on continue effectivement avec la propagande, on continue avec de toute façon ce qui s'abat sur la Syrie depuis un certain nombre d'années, qui est de décrédibiliser le régime, car comme l'explique très bien justement Michel Collomb, les médias mensonges commencent toujours évidemment par un mensonge
sur un État désigné comme ennemi et un chef désigné souvent comme dictateur horrible, et qu'il faille absolument le décrédibiliser au travers justement d'actions qu'il aurait prétendument commises sans en apporter la preuve. C'est ce qu'on a fait avec Saddam Hussein, ce qu'on a fait avec Kadhafi, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec Bachar el-Assad. Comme l'affaire, vous savez, des enfants torturés, rien n'a été prouvé, rien n'a été établi, et pourtant on vous le ressort encore, on vous sort encore, oui, il gaze son peuple, alors même que le rapport de l'ONU contredit cette version-là, etc. Donc ça, c'est une constante, c'est une constante. Il faut bien comprendre qu'on est dans un monde aussi assez complexe, dans la mesure où on est assommé par un flux d'informations constant. Et dans tout ça, on doit établir un tri. C'est pas forcément la chose la plus évidente, même pour nous, acteurs en plus de ce mouvement, ça nous oblige à la plus grande vigilance, et malgré ça on tombe des fois dans le revers de la fausse information. C'est quelque chose évidemment on se méfie comme la peste, mais dans ce monde évidemment de la surinformation telle que nous le vivons, il faut faire ce tri, un tri nécessaire. Alors après, le but c'est évidemment pour des sites comme le nôtre qui relayons de l'information, d'essayer de pas tomber, on va dire, dans ce travers, pour avoir, on va dire, la certitude évidemment d'une information. C'est pas, évidemment, c'est pas un problème simple, parce que c'est le cœur même, j'ai envie de dire presque nucléaire, de ce qu'est l'information, c'est-à-dire d'où elle vient, d'où la source, etc. Et donc, oui, dans cette surenchère, ce flot ininterrompu d'informations, a tendance à nous, des fois, nous assommer. Des gens, je pense, des fois surréagissent parce que justement trop sensibles à cette surinformation. Et donc leur surréaction, je pourrais dire ça comme ça, c'est ce qu'on interprète. Enfin, moi, je pourrais classer ça effectivement. C'est là que je pourrais voir du complotisme, justement, dans cette surinterprétation d'une information constante. Voilà. Alors, ne trouves-tu pas qu'Angela Merkel a raison quand elle dit que les migrants sont une chance pour l'Allemagne, vu sous l'angle de la natalité allemande en déclin, et qui va rebondir avec les événements du jour de l'an en Allemagne? Ironie, oui, effectivement. Moi, je dis que c'est d'un point de vue, c'est un choix politique. Effectivement, l'Allemagne, on sait qu'elle est confrontée à un problème de natalité. Soit l'Allemagne, effectivement, fait le choix de ne pas importer l'immigration, et puis faire un peu comme les Japonais qui se refusent à toute immigration et tout d'opter pour l'automatisation, ce dont quoi les Allemands sont largement capables, ou alors faire venir en masse évidemment des immigrés qui vont revigorer, on va dire, la courbe de natalité. Ces deux options, voilà. Après, chacune présente des avantages, des inconvénients. Pour ma part, on voit bien que l'arrivée de migrants est complètement incompatible avec l'état de la société européenne actuelle, puisqu'il y a beaucoup trop de différences, à la fois sociales, culturelles, économiques, qui démontrent que cette intégration, en tout cas, elle n'est pas possible, quoi. Et puis que déjà, on voit bien qu'il y a des masses de migrants, mais qui ne chercheront pas à s'intégrer, et on voit bien aussi qu'en face, il y a aussi des masses d'Européens qui ne veulent pas les intégrer, et donc il faut en tenir compte aussi. Voilà. Alors, pourquoi n'y a-t-il pas de tentative de coup d'État en France d'hommes conscients, riches, influents, anti-nouvel ordre? Alors ça, j'en sais rien. Visiblement, dans l'armée, ils sont pas trop chauds. Des hommes qui sont, comme tu dis, conscients, riches, influents et anti-nouvel ordre, on a peut-être les compter sur le doigt d'une main, parce que conscients, riches et influents, certainement, anti-nouvel ordre, ont-ils le choix eux-mêmes? Ça reste à démontrer que, évidemment, même à ce niveau-là, quand bien même, est-ce qu'ils auraient la possibilité de pouvoir, comme tu dis, faire un coup d'État, ce dont je doute fortement. Alors, ne penses-tu pas que tout ce qui nous arrive, communautarisme, attentat, est la volonté des oligarques afin de nous conduire vers un gouvernement mondial? Ça, c'est tout à fait le genre de choses avec lequel
je peux être d'accord, mais qu'on n'a pas évidemment la preuve absolue, bien qu'on ait quand même pas mal d'éléments, mais que évidemment le communautarisme est complètement soutenu insidieusement par tous ceux qui soutiennent l'immigration, donc toute la classe politique française, qu'elle soit d'ailleurs de droite ou de gauche, parce que je rappelle que Nicolas Sarkozy, qui s'était fait élire sur un programme où il avait annoncé qu'il allait baisser l'immigration, on a accueilli plus de 250 000 étrangers par an, sans compter les clandestins. Donc rien n'a changé, au contraire, voilà, on a continué avec ce flot d'une immigration massive, véritablement incontrôlée, qui déferle sur la France, et que cette immigration est directement responsable du communautarisme. Et pour ce qui est des attentats, évidemment, les personnes là aujourd'hui qu'on fait rentrer en Europe par ces migrants qu'on nous dit être des migrants, qui nous dit que, voilà, moi aussi, je peux aller dans la supputation la plus totale pour dire, mais qui nous dit qu'il n'y a pas une armée de Daesh là-dedans? Ça aussi, et c'est possible. Bien sûr. Alors évidemment, c'est pas prouvé. C'est difficilement prouvable, mais c'est largement possible. Et pour preuve, c'est que parmi déjà les soi-disant auteurs et commanditaires des attentats de Paris, on trouve tout un tas de gens mêlés à donc la Syrie, l'État islamique, ou alors des gens qui sont arrivés se faisant passer pour des migrants. Donc c'est parfaitement de l'ordre du possible. Donc oui, est-ce que c'est de la volonté même de nos oligarques? Je pense qu'il y a une volonté politique derrière, qui est d'affaiblir les États européens, d'amener un chaos en Europe. Ça me paraît évident, là c'est véritablement le chaos qui se ramène, et imposer ainsi toujours plus de on va dire une société qui va vers toujours plus de sécurité, donc un sens sécuritaire très 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 fort de plus en plus. Et puis pas seulement ça, ce sens sécuritaire très fort se traduit par l'expression d'une dictature véritablement totale qui est en train de s'installer dans les pays européens. Voilà, parce que ce changement, cette révision constitutionnelle et la loi que nous prépare le gouvernement, c'est clairement l'instauration de la dictature de façon légalisée. Voilà. Alors, es-tu d'accord sur le fait qu'il y a un vent positif énorme dans le sens où ils ont perdu énormément de crédibilité sur la motivation globale? Quelle est ton opinion sur ce qui pourrait rendre optimiste à l'inverse? Je le pense aussi qu'effectivement ils ont perdu sur certains sujets. Ils ont perdu évidemment comment dire, ils ont perdu toute la bataille de la communication, et c'est évident, c'est pour ça que on est là en train de rattraper les complotistes, mais pourquoi il y a autant de gens qui les écoutent? Donc ils ont perdu sur ces terrains-là. Et ça va être très 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 difficile de remonter la pente. Quand je dis ils ont perdu sur ces terrains-là, ce n'est que le début de la bataille, bien évidemment. Mais je pense que la bataille est déjà perdue, parce que il y a des domaines où Internet a fait quand même avancer les choses, même si l'expression du débat sur Internet, qui est beaucoup plus libre, évidemment, va faire bouger les lignes ensuite, même dans les médias mainstream. Il suffit de voir, par exemple, le curseur de l'Union européenne. Ça, c'est quelque chose qui est flagrant. Maintenant, on n'hésite plus à poser la question à un responsable politique, est-ce qu'il est carrément pour une sortie de l'Union européenne? Ce qui était inenvisageable il y a quelques années. Donc là, on voit bien que sur un sujet comme celui-là, mais comme d'autres, je le prends en exemple pour illustrer un peu mon propos, que c'est en fait le débat qui a lieu sur Internet qui a réussi à faire bouger les lignes plus tard, après, dans le monde médiatique mainstream. Donc, cette influence globale, elle existe. Elle existe parce que c'est une opinion publique, cette nouvelle opinion publique qui est très vivace, qui est très active, et qui ne cesse d'engranger, de séduire des gens, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est en train de s'installer. Alors, qu'est-ce que vous me dites encore? Des grosses questions. Je trouve que malgré la violence de certains événements de nos jours, le système joue très bien son jeu et continue de fabriquer l'opinion.
anticipant notamment les positions émergentes sur quelques médias alternatifs. Je trouve très optimiste quand tu parles d'une nouvelle opinion qui apporterait des résultats, surtout quand on prend en compte les différentes factions de la résistance qui ne s'entendent à peu près sur rien. Alors la question que je me pose, quels éléments factuels prends-tu en compte pour annoncer ce que j'appelle vérité gagne réellement du terrain? Les éléments factuels, il y en a quelques-uns, c'est justement de voir la réaction qu'ils ont. Quand on va le voir ensuite en deuxième partie, ils sont complètement dépassés par la situation dans les lycées où ils constatent que énormément de jeunes sont devenus insensibles à leur propagande. Là, on a des éléments où le terrain avance. Quand on a un président de la République qui, après les attentats, dans l'émotion collective, nous demande à tous d'afficher nos drapeaux aux fenêtres, quand bien même ce fut un signe fasciste les jours précédents, et c'était tout un coup devenu un signe de libération, ça ne prend pas. Et quelque part, c'est plutôt bon signe que ça prenne pas. Quand il y a, je sais plus, c'était 50 ou 60% des Français qui n'adhéraient pas à la version officielle du 11 septembre, c'est des chiffres qui les inquiètent, certains, je le pense réellement, parce que ça veut dire qu'il y a une véritable mutation de ce que pensent les gens et de la façon dont ils ont consommé l'information. Donc du coup, on ne peut plus les orienter, on ne peut plus les guider, on va dire les influencer pour qu'ils aillent dans telle ou telle direction. Comme ce fut le cas, et on l'a vu, il y a eu des échecs cuisants. Pour moi, le premier grand échec, ça a commencé en 2005 avec le référendum constitutionnel le référendum sur la Constitution européenne, pour lequel les Français ont répondu non, et qui est la démonstration même que les médias avaient perdu leur influence, parce que si on s'en tenait au discours politico-médiatique, il fallait voter oui. Je veux dire, c'était une véritable propagande, quotidienne, ininterrompue, pour nous expliquer que si on votait non, c'était la guerre, c'était l'horrible, c'était la France, c'était foutu. Et les Français ont voté non, donc ils sont restés insensibles à cette propagande. Donc ils sont en train de perdre. Pour moi, ils perdent du terrain. Clairement, ils perdent du terrain. Nous-mêmes, notre existence. Je vais faire comme eux, faire une inversion accusatoire et prendre un argument ad hominem pour justifier mon propos, pour l'argumenter, mais notre existence est la preuve même qu'ils ont commencé à perdre. Parce que si nous n'existions pas, ou si le public ne nous suivait pas, ça démontrerait la chose inverse, que c'est plutôt eux qui gagnent du terrain. Et là, on voit bien que c'est l'inverse. Je veux dire, ils ne cessent de perdre du terrain. Alors, ils ont toujours des grosses installations. Mais nous, avec nos petits moyens, on est en train de bouleverser un paysage médiatique, quoi. J'ai l'impression que ce qu'on vit, même en France actuellement, est un peu de l'ordre d'une seconde révolution médiatique, après celle qu'on a connue dans les années 80 avec les radios libres. Aujourd'hui, on connaît l'expression de ce qu'on pourrait appeler médias libres. Alors à extension, il y a des télévisions, mais ça passe aussi par des blogs, ça passe par d'autres sites. En tout cas, c'est une espèce de médias libres avec le second souffle d'Internet et la capacité du numérique, évidemment, qui est la technologie numérique qui a complètement révolutionné. Donc cette information que maintenant, vous ne consommez plus du tout de la même façon, parce qu'on peut parler de consommer de l'information, c'est vrai si tant est que, c'est un bien de consommation un peu particulier, peut-être bien culturel, en tout cas cette information, la façon de s'informer et de se tenir informé n'est plus du tout pareil à ce qu'elle pouvait être il y a encore ne serait-ce qu'une vingtaine d'années. Et ça a complètement révolutionné, ça a complètement métamorphosé notre vision du monde, parce que n'oublions pas que les médias ont pour objet, en tout cas pour mission, de nous présenter leur version, leur analyse des choses, leur analyse du monde, de son fonctionnement, et forcément, cette analyse, c'est un peu par ce prisme qu'on définit ensuite tout ce qui va être de notre vision du monde. Donc les médias contribuent énormément à ça. Donc le rôle n'est pas anodin. C'est pas, quand on nous dit que les médias n'ont pas d'influence, mon œil, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a plein de choses, on ne pourra pas tout prendre. On me dit, que penses-tu du débat d'Obama hier, et selon toi, comment tu évalues le bilan de ces deux mandats?
Bah écoute, je n'ai pas vu le débat d'Obama, et j'ai l'impression qu'Obama, après, ce que j'en déduis de sa politique, c'est quelqu'un qui paraît avoir des bonnes intentions des fois sur certaines choses, mais qui est ramené à la réalité par d'autres éléments constitutifs du pouvoir aux États-Unis, de qui a vraiment le pouvoir. Et on a l'impression que finalement il fait pas ce qu'il veut, donc il est là, il nous fait des beaux discours. Hein, la petite larme à l'œil et tout, mais c'est tout quoi. Il n'y a pas grand chose derrière, malheureusement. Alors, on me dit si le monde, oh mon cher Rogelio, on me dit si le monde était parfait, que l'élite s'en servait contre nous, car sachant cette notion dans ce cas, doit-on continuer à s'occuper d'eux, ou plutôt comprendre pour nous où se trouve notre bonheur, en comprenant que l'homme est un enfant des étoiles qui doit comprendre ses astres et son univers. Très joli, très très joli, mon cher Rogelio. Certainement, tu me dis une question philosophique, presque envie de dire une question métaphysique. L'homme, évidemment, oui, doit chercher des solutions. Je comprends parfaitement le chemin spirituel que tu essaies de nous expliquer, que nous devrions emprunter pour s'élever. Je pense aussi, je m'en suis jamais caché, que pour moi, la révolution, la véritable révolution, évidemment, c'est une révolution de l'esprit, avant tout. Et c'est cette révolution de l'esprit qui donnera évidemment tout le corps à la matière et à ce qu'on veut en faire. Mais je suis complètement d'accord, en fait, avec ce que tu nous expliques. Alors, on me dit dans la vague des migrants, quel est le pourcentage d'hommes, de femmes et d'enfants? Alors ça, je n'en sais rien. Visiblement, il y a beaucoup plus d'hommes jeunes. Voilà, ils forment la majorité du contingent. Après, les femmes et les enfants, semble-t-il, il y en a quelques-uns, mais c'est ça qui est assez bizarre. Alors, on me dit bonsoir, Tepa, l'équipe MetaTV et les métanautes. J'ai une question. Utiliser la dette publique comme garantie pour émettre la monnaie et ne pas émettre sa monnaie ne sont-ils pas les problèmes centraux de tout événement géopolitique? Ces événements ne sont-ils pas des conséquences? Avec ça, mon cher, je pense qu'effectivement, on touche, quand on va dans ces problèmes monétaires, au cœur nucléaire, effectivement, de ce que peuvent être les problèmes géopolitiques, mais les problèmes internes aussi. On voit bien que, par exemple, parlant de géopolitique, un homme comme Kadhafi, il a été débouté, si j'ai envie de dire, le jour où, il va se lever contre le dollar et vouloir créer le dinar or, monnaie qui, étant basée sur l'or, allait directement concurrencer le billet vert. Et ça, je veux dire, les autorités mondiales qui, justement, cherchent à imposer cette globalisation, ne pouvaient le tolérer, dans un contexte, évidemment, où dans ce nouvel ordre mondial, que je ne sais pas s'il est tellement nouveau, mais il y aura en tout cas les pays occidentaux, on va dire, en tout en haut de l'échelle, avec des Asiatiques un petit peu en dessous, mais qui sont en train de les rattraper, et des bons Africains et Sud-Américains derniers de la liste. Et donc, je pense que Kadhafi, avec ce projet, allait redonner un second souffle véritablement à tout le continent. Il s'attaquait aux problèmes essentiels, un peu comme Thomas Sankara lorsqu'il fait son discours d'Addis Abeba, et qui n'hésite pas à dire que le problème de l'Afrique, c'est la dette. Une dette qui d'ailleurs, comme il explique, qui n'a pas contracté. Et puis, parole évidemment prémonitoire, il dit que après avoir dit ça, si les présidents africains ne le suivent pas, il ne sera pas là l'année d'après pour pouvoir en parler. Il sera assassiné quelques mois après. Voilà, donc on voit bien que dans ces problématiques-là, effectivement, on touche au cœur nucléaire. Et je suis assez d'accord que, pour moi, ça reste le centre quand même des grands problèmes, et qu'il faudrait baser, évidemment, un peu plus de son questionnement sur les questions économiques et financières qui sont essentielles pour comprendre la géopolitique. C'est tout à fait vrai. Et géopolitique, et aussi les enjeux internes, parce que c'est quelque chose évidemment à l'international, mais c'est aussi quelque chose en interne, parce que ces choses-là nous touchent absolument tous et tout le monde dans notre quotidien.
mais très peu en ont conscience, donc ça vaut le coup de pouvoir le rappeler. On va faire une petite pause, si la régie elle est prête, et on va faire la petite pause, on revient juste après avec petit débunkage et petite actualité. À vous la régie.